Soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Nous sommes ensemble pour découvrir l'essentiel de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. Le nouveau gouvernement italien a prêté serment ce matin. De nombreux défis attendent la nouvelle équipe. L'immigration et l'économie en sont les principaux. Dans l'actualité également, cette annonce du président iranien Hassan Rouhani. Il enclenche la troisième phase de son plan de réduction de ses engagements sur le nucléaire. Et puis la colère et l'indignation des familles des victimes du crash du vol Rio-Paris. Après 10 ans d'enquête, les juges d'instruction prononcent un non-lieu pour Airbus et Air France. On terminera ce journal par une affaire de nuisance sonore en France. L'histoire du coq Maurice sur l'île d'Oléron, devenu le symbole des difficultés de cohabitation entre les citadins et les habitants de la campagne. Et pour commencer ce journal, on reparle du Brexit. Les députés britanniques ont voté hier en faveur d'un nouveau report pour éviter une sortie sans accord et contre la tenue d'élections anticipées réclamées par Boris Johnson. Mais le Premier ministre martèle que le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne. Le 31 octobre, il s'est exprimé dans l'après-midi. Boris Johnson ne fléchit pas. Après le revers infligé par les députés qui ont voté pour le report du Brexit, le Premier ministre britannique mise sur des législatives anticipées pour tenter de sortir de l'impasse politique. Je ne veux pas du tout d'élection, mais franchement, je ne vois pas d'autre solution. La seule façon d'y arriver est de faire avancer les choses, c'est de prendre cette décision. Voulez-vous que ce gouvernement nous fasse sortir le 31 octobre ou voulez-vous que Jeremy Corbyn et le Parti travailliste se rendent à ce sommet crucial à Bruxelles le 17 octobre pour transférer les commandes à l'UE et nous garder après le 31 octobre? Les députés britanniques ont retoqué la tenue de nouvelles élections, mais cette proposition leur sera encore soumise ce lundi. Boris Johnson doit aussi faire face à une nouvelle défection, celle de son frère Joe qui a quitté ce jeudi ses fonctions de secrétaire d'État. Son cadet, favorable à un deuxième référendum, a dit placer l'intérêt national avant la loyauté familiale. En Italie, le nouveau gouvernement a donc prêté serment ce matin au Quirinal, le palais de la présidence de la République. Qui occupe les postes clés du gouvernement Conte II? Quels sont les défis à venir de cette nouvelle équipe portée par une majorité de sociodémocrates et du mouvement 5 étoiles? On fait le point avec Olivier Pé. Le nouveau gouvernement italien a prêté serment ce jeudi matin au siège de la présidence de la République à Rome. À la tête de cette équipe, le Premier ministre sortant Giuseppe Conte. Il a composé un cabinet de 14 hommes et 7 femmes avec autant que possible un équilibre entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. Cette formation de centre-gauche signe là son retour aux affaires. Une des figures de ce parti est Roberto Galtieri, jusque-là président de la Commission des affaires économiques au Parlement européen. Il se voit attribuer le portefeuille sensible de l'économie et des finances. Autre poste délicat, celui de l'intérieur, et c'est cette femme, Luciana Lamorgese, qui va désormais l'occuper. Cette ancienne préfète succède au très turbulent Matteo Salvini, chef de la Ligue, qui s'est fait remarquer à ce poste, notamment en durcissant la politique migratoire italienne. Autre femme à un poste clé, Paola De Micheli, numéro 2 du Parti démocrate, nommée aux infrastructures et aux transports. Le gouvernement entend engager d'importants investissements en matière d'infrastructures, notamment pour résorber le fossé de développement entre le sud et le nord du pays. Parmi les défis de cette nouvelle équipe, il y a aussi la relance de l'économie, la lutte contre le chômage et la gestion de la dette. Rome est pressée par Bruxelles de réduire son déficit public. Former ce nouveau gouvernement n'aura pas été chose facile. Il aura fallu de longues semaines de tractations, de discussions parfois tendues entre les nouveaux alliés. En tout cas, le gouvernement Conte II s'appuie sur une dynamique pro-européenne, illustrée par la présence à des postes clés de personnalités proches de Bruxelles. Le nouvel exécutif italien devra désormais donner des gages à l'Union européenne et rassurer les pays partenaires. Cela passera par la présentation d'un programme conforme aux exigences budgétaires de l'UE. Il en va de la place de l'Italie sur le devant de la scène européenne. Elena Cavallone, Euronews, Roma. Je vous le disais en titre, 10 ans après le crash du vol Rio-Paris qui a coûté la vie à 228 personnes, c'était en juin 2009, les juges d'instruction chargés de l'enquête ont prononcé un non-lieu général pour Airbus et Air France. Les familles de victimes ne peuvent cacher leur colère et leur indignation.
En France, les juges d'instruction chargés de l'enquête sur le crash du vol Rio-Paris ont prononcé un non-lieu général pour Airbus et Air France. Ils estiment que ni le constructeur ni la compagnie aérienne ne peuvent être poursuivis. Les investigations, peut-on lire dans leur ordonnance, n'ont pas conduit à caractériser un manquement fautif d'Airbus ou Air France en lien avec les fautes de pilotage à l'origine de l'accident. Fin de citation. Le drame s'était produit le 1er juin 2009 au-dessus de l'Atlantique. À l'origine de cet accident, les sondes de vitesse Pitot qui avaient givré en vol, ce qui avait faussé les mesures de vitesse de l'appareil, un Airbus A330, et donc désorienté les pilotes jusqu'au décrochage de l'avion. Les 228 personnes à bord avaient péri dans ce crash. En juillet, le parquet avait requis un procès contre la compagnie aérienne, un réquisitoire que les juges d'instruction n'ont donc pas suivi, d'où la colère des familles des victimes ainsi que du syndicat de pilotes de ligne. Des parties civiles qui ont d'ores et déjà indiqué, par le biais d'un de leurs avocats, qu'elles feront appel de cette ordonnance. Non à la violence qui détruit, oui à la paix et à la réconciliation. Ce message, c'est celui du pape François au Mozambique. Le souverain pontife est en visite dans l'un des pays les plus pauvres du monde, longtemps déchiré par une guerre civile. La visite du pape François au Mozambique est placée sous le signe de la paix. Le mois dernier, un accord a été signé entre le gouvernement de Maputo et la Renamo, l'ancienne rébellion devenue principal parti d'opposition. Une guerre civile avait pris fin voilà 27 ans, mais la Renamo n'avait jamais désarmé. Cet acte officialise la fin du conflit. Le pape François, qui s'exprimait jeudi devant le président mozambicain Filipe Nyusi et le chef de la Renamo Ousufo Momad, a loué les efforts accomplis pour que la paix redevienne la norme. La paix est le meilleur chemin pour affronter les défis que vous avez en tant que nation, a-t-il déclaré. Non à la violence qui détruit, oui à la paix et à la réconciliation, a-t-il ajouté. Le Mozambique est l'un des pays les plus pauvres de la planète et tente de se reconstruire après le passage dévastateur de 2 cyclones, Idai et Kenneth, en mars et en avril, qui ont fait plus de 700 morts. Le souverain pontife a dit partager la souffrance des centaines de milliers de sinistrés. Mais une polémique a suivi le pape François dans son avion qui le menait au Mozambique. Lorsqu'un journaliste lui rappelle que les courants conservateurs catholiques américains rêvent de le remplacer par un souverain pontife plus en accord avec leurs idées, le pape François réagit. C'est un honneur pour moi que les Américains m'attaquent, a-t-il dit. Une répartie très spontanée, rapidement atténuée par ses conseillers. Le pape aurait voulu dire qu'il considère toujours comme un honneur les critiques, en particulier quand elles viennent de penseurs reconnus, et dans ce cas, d'une nation importante. Après avoir ravagé les Bahamas, l'ouragan Dorian se rapproche désormais de la côte est des États-Unis. La Caroline du Sud s'y prépare. Des vents violents, des pluies diluviennes et des risques d'inondations mortelles sont prévus. La Floride devrait finalement être épargnée. On en vient désormais à la crise sur le nucléaire iranien. L'accord de Vienne est de plus en plus menacé, malgré les efforts de la médiation de la France. Le président iranien Hassan Rouhani a envoyé ce jeudi un nouveau message à la communauté internationale. Les explications de Romain Gauguelin. Le président iranien Hassan Rouhani a donné l'ordre de lever toute limite à la recherche et au développement dans le domaine du nucléaire. Téhéran doit annoncer ce samedi le détail des mesures visant à réduire ses engagements en matière de réduction de son programme nucléaire. L'Europe appelle l'Iran à revenir sur sa décision. Nous restons profondément préoccupés par le fait que l'Iran dépasse le seuil fixé par l'accord de Vienne. Sur la réserve d'uranium enrichi et le niveau d'enrichissement, nous considérons que ces activités sont incompatibles avec l'accord. Dans ce contexte, nous exhortons l'Iran à revenir sur ces mesures et à s'abstenir de prendre d'autres mesures qui mineraient l'accord nucléaire. Il s'agit de la 3e phase du plan de réduction des engagements de l'Iran prévu par l'accord conclu à Vienne. Téhéran riposte à la décision américaine de sortir de l'accord et cherche à forcer Bruxelles à l'aider à faire face aux sanctions. Majid Gopur est chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles. Sur le plan géopolitique, cela va créer encore plus de tensions, plus des arrière-pensées. Et sur le plan européen, effectivement, ce n'est pas une bonne manière de répondre à tant d'efforts de la part de la France qui veulent juste jouer le rôle d'un bon médiateur. Les Européens, et notamment Emmanuel Macron, tentent de désamorcer les tensions entre l'Iran et les États-Unis. Emmanuel Macron avait ainsi invité le chef de la diplomatie iranienne en marge du sommet du G7. Washington exclut pour l'instant de lever les sanctions sur le pétrole iranien.
Dans le reste de l'actualité, le Guatemala en état de siège pendant 30 jours. Une décision de son président Jimmy Morales après la mort de 3 militaires. Ces soldats ont péri dans une embuscade menée par des narcotrafiquants. L'état de siège limite les droits constitutionnels comme la liberté de circuler, de manifester et de porter des armes. En Turquie, déclaration du président Recep Tayyip Erdogan. Il critique le fait que certains pays, dont le sien, soient sous pression pour ne pas acquérir l'arme nucléaire. Une déclaration faite alors qu'il resserre les liens en matière de défense avec la Russie et s'éloigne des États-Unis. Un mot de lourde condamnation à l'encontre de manifestants en Russie. Ils étaient jugés dans le cadre de leur participation au mouvement de contestation électorale. L'un d'eux écope d'une peine de 3 ans et demi de prison pour avoir jeté une poubelle en direction des policiers. On termine ce journal en France avec une affaire de nuisance sonore qui a fait grand bruit jusqu'à intéresser les médias outre-Atlantique. Le coq Maurice, habitant de l'île d'Oléron en Charente-Maritime, était dans le collimateur de la justice à cause de son chant matinal qui perturbait le sommeil des voisins. Guillaume Petit. Maurice peut se sentir léger comme une plume. La justice vient de le décider. Il pourra continuer à chanter tout l'hiver et tant qu'il le voudra. Corinne, sa propriétaire, était poursuivie par ses voisins de l'île d'Oléron, un couple de retraités exaspérés par les chants matinaux de l'animal. Le verdict rendu par le tribunal de Rochefort ce jeudi était très attendu. Tout avait commencé par une plainte banale, une simple querelle de voisinage. Mais le chant du coq est arrivé jusqu'au New York Times et s'est transformé en symbole des difficultés de cohabitation entre ville et champ. Leur vie doit être un peu triste parce que c'est des gens qui viennent de la ville et le ras-le-bol de la ville, c'est bruyant. Donc ils viennent à la campagne pensant qu'à la campagne, il y a moins de bruit. Mais à la campagne, on retrouve d'autres bruits, des bruits qui sont normaux. Nous, quand on va en ville, on supporte les bruits, ça nous accommode, mais on s'adapte. Et eux, il faut, quand ils viennent à la campagne, il faut qu'ils fassent la même chose. Le coq Maurice, une saga estivale qui a bénéficié du soutien de nombreux Français. Allez, jusqu'en Amérique. Ou d'autres, depuis l'autre bout du monde. Plus près, de nombreux élus, commerçants ou habitants s'insurgent contre une telle procédure judiciaire. Je trouve que c'est un peu abusif comme plainte. Encore une fois, pour moi, ça fait partie du quotidien, de la vie de tous les jours. Et entendre un coq chanter, ben voilà, ça fait partie de la vie et c'est plutôt sympa. Mais ce procès n'est pas le dernier du genre. Les procédures visant des cloches, coqs ou autres crapauds se multiplient. Dans les Landes, le tribunal de Dax se penchera début octobre sur le cas de canards et d'oies à qui ils veulent fermer le caquet. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très belle soirée. À demain.